Portal est un jeu de puzzle platformer en vue à la première personne dont la particularité est que vous êtes doté d'un portal gun. Celui-ci vous permet de tirer un portail orange et un portail bleu à la fois. Entrez dans le portail orange et vous ressortirez par le portail bleu. Ajoutez à ça des puzzles challengeants, une physique excellente, une IA sadique dotée d'un humour sarcastique particulièrement bien dosé, des easter eggs marquants, et mettez ça dans les mains d'une compagnie qui ne sait pas compter jusqu'à 3, et vous obtenez la franchise Portal. 2 jeux excellents dont je suis fan et qui ont marqué le monde du jeu vidéo et du speedrun. Mais tout ça, vous le savez déjà. Par contre, ce que vous savez pas, c'est qu'il manquait quelque chose. Une mécanique qui n'est pas dans le jeu de base, mais qui, après y avoir goûté, rend très difficile le fait de s'en passer. Cette mécanique, c'est la 4ème dimension. Autrement dit, le voyage dans le temps. Vous vous réveillez après 16 jours et 4 décennies, dans le laboratoire d'Aperture Science, afin d'être le sujet d'expérimentation d'un programme de test très particulier. Après vous avoir ballotté un peu dans tous les sens, le jeu vous dépose devant une porte fermée, et vous demande d'aller de l'autre côté, parce que sinon ça aurait aucun sens. S'offre alors à vous un choix particulièrement difficile. Vous pouvez soit attendre 20 ans en restant dans cette petite pièce, ou vous pouvez emprunter un portal vert, qui ne vous déplace pas dans l'espace, mais vous déplace dans le temps d'un saut de 20 ans dans le futur, le jour de la sortie de Silksong. Et nous revoilà 19 années, 365 jours et 86 380 secondes plus tard, grâce à la magie de l'editing. C'est faux, j'avoue que j'ai pris le portail. D'ailleurs, le portail il est toujours ouvert dans l'autre sens. Et si je le retraverse, je retourne 20 ans dans le passé, parce qu'exactement 2 temporalités coexistent dans ces salles de test. Le futur et le passé. Et les portails temporels permettent uniquement de passer de l'un à l'autre. La différence entre ces 2 temporalités passé et futur, on la remarque par la qualité d'entretien des murs. Et pour simplifier votre compréhension parce que je vais faire des cuts et tout, je vais mettre un petit logo dans le coin pour vous aider. Finalement, on appuie sur un bouton pour ouvrir un autre portail vers le passé, et voilà comment traverser une porte qui ne s'est pas encore ouverte. Ah pardon, j'ai oublié de vous dire un truc super important. Jouez au jeu. Enfin, je vous dis ça, mais je peux pas vous dire de l'acheter vu qu'il est gratuit. Du coup, n'achetez pas le jeu et revenez après. Bon, en soi, faut avoir acheté Portal 2, mais je compte sur vous, vous avez déjà acheté Portal 2, évidemment. Pas vrai ? Cependant, je dois quand même vous prévenir, c'est pas un jeu très long, mais c'est surtout pas un jeu très facile. Déjà, Portal 2 n'est pas évident, mais Reloaded, le mode dont je vais vous parler, est vraiment exigeant. Tout fonctionne selon quelques règles assez simples, que je vais vous présenter, et qui restent constantes durant toute la partie. Sauf pour un seul niveau, mais j'y reviendrai. Allez, petit tuto sur la causalité temporelle. Le passé impacte le futur. Un objet dans le passé se retrouve au même endroit dans le futur. Prenez ce petit cube, si je le mets là et que je regarde de l'autre côté du portail temporel, dans 20 ans, il est au même endroit. Et si je le déplace dans le passé, il disparaît dans le futur car son passé a été modifié, jusqu'à ce que je le redépose à un autre endroit où il apparaît à nouveau dans la nouvelle position. A l'inverse, le futur n'impacte pas le passé. Si je passe de l'autre côté du portail temporel, je peux prendre la version future du cube, la déplacer, sans que le cube du passé ne disparaisse. On est donc sur un concept très asymétrique, mais assez logique. Et enfin, un objet du passé ne peut pas être amené dans le futur, pour des raisons de causalité. Ok, pourquoi pas, mais dans l'autre sens, un objet du futur peut être ramené dans le passé, mais celui-ci n'aura pas de miroir le répliquant. Ce qui... Non, ça a aucun sens, hein, c'est vrai. Mais ça évite de casser le jeu, donc on va accepter ça comme ça, et on va avancer. Je vais vous présenter un peu en détail les premières salles de test, parce que c'est le tutoriel, et qu'on va pouvoir s'y approprier un petit peu mieux les règles que je viens de vous présenter. Et ça, c'est très important, parce que ça va devenir très vite... Notre second test, très ingénieusement appelé la salle numéro 2, nous aide par rapport à la première règle que je vous ai citée. Le passé influence le futur. On a un bouton au bout de la salle. Si on pose un cube dessus, la porte s'ouvre. Donc l'objectif est assez clair, il faut avancer avec le cube.
Le problème, c'est qu'il y a une grille d'émancipation au milieu, et si on avance dedans avec notre cube, il meurt. En étudiant la salle dans ses deux configurations accessibles passé et futur, on remarque que la grille d'émancipation ne se trouve pas au même endroit dans celle-ci. Donc on peut prendre le cube avec nous, passer la première grille dans le passé quand elle n'existe pas encore, aller dans le futur, récupérer notre cube après lui avoir sûrement beaucoup manqué, et cette fois-ci on est du bon côté de la grille, donc on peut aller le déposer sur le bouton et terminer la chambre. Dans la salle numéro 3, c'est une autre règle que l'on va devoir utiliser, et je vais vous laisser deviner ce qu'on doit faire. En gros, on a deux boutons sur lesquels il faut placer des cubes pour ouvrir la porte. Mais on n'a qu'un seul cube disponible, ce qui veut dire qu'on doit trouver un deuxième cube. Et la question, c'est pas où, mais quand. Good thinking. While it is impossible to bring a present cube to the future, this clever trick allows you to have two versions of the same cube in one timeline. Allez, dernière salle de tutoriel pour nous apprendre à utiliser les limites de la causalité. Il y a deux boutons dans la pièce, un qui contrôle l'élévateur et un qui ouvre la porte. Donc on veut être en haut de l'élévateur avec un cube pour pouvoir ouvrir la porte. Ce qui veut dire que tout comme la pièce précédente, on va avoir besoin de deux cubes. Le passé et sa version future. Maintenant, la question c'est quel cube va sur quel bouton. Appuyer sur le bouton de l'élévateur le fait descendre et nous permet de monter dessus. Mais pour remonter, ça veut dire qu'il faut dégager le cube actuellement dessus à distance. Et pour le moment, il n'y a qu'une seule mécanique qui nous est accessible pour faire disparaître un cube à distance. La première règle dont je vous ai parlé, le passé impacte le futur. Donc on pose notre cube version passé à côté de l'élévateur. On va chercher son futur que l'on utilise pour descendre notre ascenseur. On va dessus et on reprend le cube du passé en main. Ce qui modifie et fait donc disparaître son futur, ce qui nous permet de monter jusqu'à la porte avec un cube en main. Voilà. Jusque-là, c'était simple. Vraiment simple. Et maintenant, c'est la merde. Dans toute la première partie, le portail vert était placé pour nous, et il n'y avait pas de portail bleu ou orange. Ce qui veut dire nouvelle mécanique et nouvelles règles. Enfin, pas vraiment. Si je vous ai saoulé avec les règles sur les cubes tout à l'heure, c'est parce qu'elles s'appliquent à n'importe quel objet dans le passé, et particulièrement le nom du jeu, les portals. Si je place un portal bleu dans le passé, il se trouvera au même endroit dans le futur. Mais si je modifie sa version future, le portal bleu du passé n'aura pas changé de place. Ce qui veut dire que je peux avoir 5 portals différents à la fois. 2 dans le passé, 2 dans le futur et 1 temporel. Ce qui permet de faire beaucoup de choses, surtout si on prend en compte la conservation de quantité de mouvement. Malheureusement, c'est assez difficile d'expliquer un jeu de casse-tête tel que Portal, où tout le concept est de faire sa propre carte mentale des niveaux pour s'y retrouver. Et particulièrement quand ce dernier décide de rajouter une 4ème dimension pas du tout intuitive. Donc le mieux, c'est d'arriver dans un niveau, de bouger un peu au hasard en suivant son instinct, et ensuite de trouver un peu son chemin. Ce qui veut dire que ce que j'ai fait durant la première partie, je vais pas pouvoir continuer. Parce que ça servirait pas à grand chose de vous expliquer que dans la pièce numéro 12, on doit d'abord faire ci, ça, puis ça, enfin on fait ça, on passe dans l'autre temporalité, on fait ci, on fait ça. Et enfin, on arrive à la porte avec un cube et on peut faire ça. Par contre, grâce à cette prétérition, je peux vous parler de quelque chose que j'adore. Quand on décide de faire son mode sur Portal 2, on doit s'attendre à ce que les gens connaissent déjà bien le moteur de base, et soient habitués à faire du speedrun dessus. Donc ils vont sûrement faire pareil sur ton mode. Ce qui veut dire que la chambre 12 dont je viens de vous parler, si vous avez la flemme de changer de temporalité, vous pouvez vous contenter de prendre le cube, aller à cet endroit, préparer vos portals, faire un double saut à l'aide du cube, ce qui n'est pas prévu dans le jeu de base, et arriver directement à la fin.
Et là, le jeu fait quelque chose de génial. Il vous félicite. You create your own solutions, which is great. Technically, you're supposed to do something else. But who cares? Parce que c'est dans l'ADN de Portal de faire des trucs bizarres comme ça. Et le mode, il l'a bien compris. Seulement, si quand le jeu fait bien les choses, il faut le dire, quand le jeu fait mal les choses, il faut aussi le dire. Parlons de la salle numéro 22. Avant tout, je veux vous montrer ça. C'est les temps que j'ai mis à résoudre chacune des différentes salles. Et la salle 22, c'est la seule où j'ai eu besoin de suivre une solution en ligne. Je pense pas être trop bête, j'ai quand même terminé Professeur Layton, mais j'ai un esprit très analyste et déductif. Et cette pièce est très mal construite. Je vous ai vraiment beaucoup parlé des règles que suit le jeu, je le sais, mais parce que dans un jeu de puzzle, ces règles sont primordiales. Elles sont immuables et il faut savoir les articuler intelligemment pour déduire la sortie. On peut réfléchir outside the box, c'est même très intéressant et très satisfaisant quand c'est bien amené. The Witness amène ça parfaitement par exemple, si vous voulez voir ma take sur le sujet. Le problème, c'est que quand c'est mal fait, c'est extrêmement dangereux comme concept. Imaginez que vous êtes en train de jouer au pendu avec un ami à vous, que vous perdiez et qui vous révèle que le mot est un mot qui n'existe pas. Vous seriez furieux parce que c'est pas dans les règles du jeu, ça sort de nulle part, tel un Deus Ex Machina ponctuel, uniquement là pour se moquer de votre naïveté. Voilà, cette sensation, c'est exactement ce qu'on ressent à la sortie du niveau 22. Laissez-moi vous l'expliquer. Vous avez un bouton qui vous permet d'obtenir un cube. Et vous voulez que ce cube il aille sur un autre bouton, au fond d'une sorte d'entonnoir de l'autre côté de la salle. Vous n'avez pas de moyen de vous en rapprocher, mais de part et d'autre de cet entonnoir, il y a des tremplins qui sont connectés. On peut pas y aller nous-mêmes car il y a des lasers, mais le cube qu'on a obtenu précédemment peut traverser les lasers et entamer un cycle éternel de rebond entre ces deux tremplins, passant au-dessus de l'entonnoir dans lequel on aimerait le faire tomber. Pour le reste du niveau, il va nous falloir un deuxième cube, car il y a un deuxième bouton à activer simultanément, et la seule chose qu'on sait faire pour aller chercher un deuxième cube, c'est d'aller dans le futur. Donc on y va, et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je vous pose vraiment la question, vu qu'on nous a appris que si le cube du passé bouge, celui du futur est censé disparaître jusqu'à ce que le premier se stabilise. Et j'entends l'argument disant qu'il est stabilisé parce qu'il fait ça en boucle durant 20 ans, mais cet argument il serait valide si ça rentrait pas en contradiction directe avec plusieurs autres salles du jeu. Donc ce cube là, il devrait pas exister. Et c'est chiant. Parce qu'une fois que t'as le deuxième cube, la solution elle devient logique si tu oublies les règles du jeu. T'envoies ton deuxième cube sur les trampots, il se heurte au-dessus de l'entonnoir et le cube du passé arrive sur son objectif. Mais je suis désolé, ça a aucun sens. En tout cas, pas avec les règles qu'on nous a apprises. Réfléchir out of the box, ça veut pas dire annuler une règle sans raison ni indication préalable pour un seul endroit spécifique du jeu. Ça s'appelle pas un twist ça s'appelle un mauvais game design. Et je suis très loin d'être le seul à avoir des problèmes avec cette pièce, et les gens ont donc essayé de trouver leur propre solution à ce niveau. Par exemple en se mettant à côté du portail, au-dessus des lasers, et en essayant de lancer le cube vers l'entonnoir. Et c'est aussi la solution à laquelle j'ai pensé, vu qu'au moins ça briserait pas les règles du jeu. Mais quand j'ai voulu le faire, mon cube a disparu, parce que le jeu voulait pas que je fasse ça. Alors que c'est possible de faire des skips bien plus bizarres dans les autres speedruns. Putain de niveau de merde. À la sortie de la 25e salle, la voix qui nous accompagnait ponctuellement nous explique que notre travail ici est terminé, et nous remercie pour notre sacrifice pour la science. Une superbe musique se lance, un halo d'excursion nous emmène droit dans... Droit dans quoi ? Heureusement, un espace dans le sol nous permet de nous échapper dans la future version de cette même salle, d'atteindre l'ascenseur final qui, en hommage à tout bon jeu Portal, nous dépose à la surface. Et on arrive au crédit. Et ça peut sembler un petit peu court. L'histoire entière m'aura pris 4 heures en gros, dont une bonne partie sur ce putain de niveau 22. Mais dans les crédits, il y a marqué que c'est créé par Janice Brinkman, et ensuite il y a le nom des 25 playtesters. Attends, comment ça il y a déjà le nom des playtesters? Enfin c'est normal qu'ils soient dans les crédits, c'est utile pour plein de bonnes raisons. Mais comme ils ont pas vraiment le plus gros du boulot à faire et qu'ils le font plutôt à la fin, on les met à la fin des crédits.
Est-ce que c'est déjà la fin des crédits? Oui, c'est la fin des crédits. Tout ça, tout ça, c'est créé par une seule personne. Alors oui, il est parti du moteur de Portal 2, dans lequel il n'existe pas de portail temporel. Et puis, j'étais en train de terminer d'écrire cette vidéo, et je me suis dit que ça me faisait penser à une autre histoire. Dans un autre jeu un peu rétro, où une personne seule avait fait un mod d'un jeu Doom, en repartant également du moteur de jeu de base et en le poussant à faire des choses physiquement impossibles par ce dernier, et créant ainsi une magnifique expérience de gameplay et de narration de plusieurs heures. Et puis, je me suis souvenu d'encore un autre jeu. Un jeu Pokémon, avec des Pokémon qui viennent pas de la franchise originale, une histoire plus sombre et des combats plus difficiles. Puis j'ai pensé à The Looker, la meilleure parodie d'un jeu vidéo qui existe, puis aux centaines d'heures à torturer mon PC à l'aide de 50 mods sur Minecraft en même temps, ou au plaisir de découvrir Calamity après avoir terminé Terraria. Et en début de vidéo, j'ai dit que j'étais fan du jeu Portal. Et même si c'est vrai, j'aimerais rajouter quelque chose. Je suis fan du jeu Portal et de sa communauté. Pour son speedrunning, pour ses remixes extraordinaires que vous avez pu entendre au long de la vidéo, pour ses easter eggs, et pour tout ce que la communauté a pu créer autour. Mais en fait, c'est encore plus large que ça. Je suis fan de Internet, et des communautés de tous les jeux que j'ai cités. Parce qu'il y a quelqu'un qui a adoré Portal 2 au moins autant que moi, et qui a passé des centaines d'heures à créer quelque chose bénévolement pour partager sa passion, pour essayer de rallonger un petit peu la durée de vie d'une œuvre qu'il a marquée et y ajouter sa patte. Et vous savez ce qu'il a fait, en plus de tout ça? Parce que bon, ça commence quand même à faire beaucoup. Il a mis à disposition des joueurs le fait de pouvoir créer leur propre map avec ce 3e portal. Avec un guide détaillé et une vidéo à suivre en même temps. Parce que l'objectif derrière ce mode, c'est juste le partage. Et toi qui me regardes, c'est très probable que tu aies déjà fait quelque chose en référence à une œuvre qui t'a touché. Que ce soit à travers un mode entier, un fanart ou une simple référence dans un texte de rap. Et pour ça, merci. Parce que c'est ce genre d'action qui rendent les œuvres vivantes un peu plus longtemps qu'à travers leur médium original. Et Internet, ça sert aussi à ça, selon moi. C'était Idrios, et vous inquiétez pas, on se reverra.